Je voulais souhaiter la bienvenue à tous les participants. Euh, je rappelle que cette conférence s'inscrit dans une série de conférences que l'Institut du patrimoine culturel de l'Université Laval a décidé d'organiser en collaboration avec le CELAT, avec l'Institut du patrimoine culturel de l'UQAM. Et puis aussi, cette série est organisée en collaboration avec le Centre d'études nordiques. Alors, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, c'est la deuxième d'une série de trois conférences qui sont consacrées au nord et notamment au changement climatique et l'impact des changements climatiques sur le patrimoine. Alors, on a eu cette idée de faire des conférences sur le nord, hein, puisque le Nord n'est pas très connu, mais c'est un patrimoine précieux, hein, patrimoine physique, mais aussi humain, très, très précieux pour le Québec et le Canada et pour la planète. Et surtout, bon, comme vous le savez sans doute, il y a des changements climatiques importants qui se manifestent dans le Nord et qui ont des impacts majeurs sur les patrimoines nordiques, mais aussi sur les patrimoines de l'ensemble de la planète. Alors, aujourd'hui, je suis vraiment très, très heureux d'accueillir Michel Allard. Ça me fait vraiment réellement plaisir d'avoir Michel Allard parmi nous, puisque je le connais depuis longtemps. C'est quelqu'un qui travaille dans le Nord depuis des années, qui a dirigé le Centre d'études nordiques que j'ai eu l'occasion de fréquenter étant jeune professeur à l'Université Laval, dans les beaux vieux temps où la géographie était rattachée aux lettres. Peut-être pas des bons vieux temps pour vous, mais nous, on avait bien frayé avec les géographes lorsqu'ils étaient à la faculté des lettres. Ça, c'était quoi, avant 2000, je pense. Bref, je suis vraiment très content d'accueillir Michel. C'est un ancien routier du Nord. Il est professeur émérite en géomorphologie du département de géographie de l'Université Laval depuis 1979. Membre actif du Centre d'études nordiques, j'ai déjà dit qu'il l'avait dirigé, et un professeur-chercheur qui a consacré une partie importante de sa carrière à travailler sur les changements écologiques et notamment sur le phénomène du périgélisol et le dégel du périgélisol avec le réchauffement climatique. Alors, ces récents travaux de recherche avec son équipe de collaborateurs et d'étudiants ont constitué à évaluer les changements écologiques résultant du changement climatique et du dégel du périgélisol. Il est aussi impliqué dans la recherche appliquée aux infrastructures urbaines et de transport, ainsi qu'au soutien de l'aménagement du territoire dans les communautés inuites du Nunavik et du Nunavut. Je souhaite souligner aussi qu'il a reçu plusieurs prix, notamment la médaille polaire du gouverneur général du Canada en 2015 et le prix de la famille Weston pour l'ensemble de ses réalisations dans le domaine de la recherche nordique en 2017. Alors voilà, sans plus tarder, je vais céder la parole à Michel en le remerciant encore chaleureusement là, d'avoir accepté de nous faire cette conférence aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurier, de cette belle présentation. Et je vais partager l'écran dès maintenant, en espérant que ça fonctionne bien. Oui, je pense que ça fonctionne. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Et je vais vous faire un exposé qui va commencer par un petit peu de quelques définitions techniques. C'est quoi le pergélisol? Le b.a.-ba de pourquoi le pergélisol existe, en fait, sous quelles conditions climatiques et comment son... En fait, il est défini par la température et comment son régime thermique fonctionne.
mais on va vite passer par la suite à regarder des formes dans le paysage et terminer l'exposé en présentant, par exemple, des exemples de cas sur lesquels nous avons travaillé. Le pergélisol s'étend sur une très vaste partie du nord circumpolaire. En fait, on distingue des zones que vous voyez ici là, dans les tons de mauve, du plus foncé au plus pâle. Les zones nordiques les plus foncées, c'est là où le pergélisol est continu, c'est-à-dire qu'il est présent sur pratiquement toute la surface du territoire, à l'exception des grands lacs et des grosses rivières. Mais à mesure qu'on descend vers le sud, il y a des zones discontinues, sporadiques et ainsi de suite. L'ensemble de toutes ces zones couvre environ 23 millions de kilomètres carrés, mais en réalité, quand on pense aux zones discontinues, sporadiques, souvent les plaques, les morceaux de pergélisol dans le paysage représentent un faible pourcentage. Donc, il n'y a pas vraiment quand on regarde la littérature, il y a différentes estimées de la superficie réelle du pergélisol. Et nos amis de la littérature américaine et des grandes revues parlent souvent de permafrost regions, les régions à pergélisol. Ce qui me permet, moi, ce sont les régions où il y a du pergélisol, mais là où il y en a vraiment, c'est-à-dire là où le sol est constamment en bas de 0 degré, la superficie est peut-être un petit peu plus petite. La définition, c'est le sol ou le roc qui se maintient à une température inférieure à 0 degré depuis longtemps. Moi, je dis depuis longtemps, on parle de décennies, siècles, millénaires, généralement. Quoique la définition technique officielle, ça veut dire 2 ans. Implique 2 ans. 2 ans, c'est pas long. Ça peut vouloir dire que du gel dans une tourbière à Baie James qui fond pas un été, c'est considéré comme du pergélisol. Moi, je trouve ça un petit peu court, mais si vous connaissez la définition technique, c'est 2 ans, définition acceptée officiellement. Le pergélisol a ceci comme sa température est négative, l'eau dans le sol est gelée. Il y a différentes formes de glace. On va en voir quelques-unes à l'intérieur du sol. Et les types de glace qu'on trouve dans le pergélisol sont en lien avec comment il s'est formé par le passé, les changements climatiques passés, comment l'eau s'est déplacée dans le sol avant de se transformer en glace. Nous n'allons pas voir tout ça aujourd'hui. C'était la matière d'un de mes cours de gradué il y a quelques années. Mais chose importante, c'est le sol, comme partout ailleurs sur la planète, mais le pergélisol dans le Nord, les arbres, la végétation, les animaux vivent dessus. Ils supportent, c'est la composante physique de base des écosystèmes. Ils les supportent. Ça veut dire que s'ils se désagrègent, s'ils se dégradent, bien, les écosystèmes vont en être affectés. Et il supporte aussi les infrastructures humaines, que ce soit les villages qui sont construits dans le nord, les villes dans certains cas, dans certains pays comme en Russie ou en Alaska. Et il supporte aussi les infrastructures comme les routes, les voies ferrées, les aéroports et ainsi de suite. Je rappelle que, en fait, on considère qu'il y a 2 couches. Euh, la surface en été dégèle, la surface du terrain dégèle sur une certaine épaisseur qui va varier de quelques centimètres à quelques mètres, dépendant des conditions du terrain lui-même. Et cette couche qui dégèle, mais qui va regeler l'hiver suivant, on l'appelle la couche active. Vous savez déjà l'essentiel. Au Nunavik, vous avez un exemple ici, le travail fait par notre équipe, particulièrement par Emmanuel Léraud. Nous avons, avec des simulations et des calculs de propriété des sols et les paramètres climatiques locaux, calculé la température, excusez, au plafond du pergélisol, c'est-à-dire là où, à partir de la base de la couche active, là où le sol est constamment gelé. Et vous voyez qu'on a au Nunavik, sur les hauts plateaux et dans la région de Salouit, des températures du sol qui se maintiennent à l'ordre de -6, -4 degrés, et qu'à mesure qu'on descend vers le sud, on a des plaques de terrain qui deviennent du pergélisol discontinu. Et les températures, progressivement, à mesure qu'on descend vers le sud, approchent le 0 degré. Et lorsqu'on dépasse 0 degré, bien évidemment, il n'y a plus de
pergélisol. On est sorti de la zone de pergélisol, mais il y a encore du gel hivernal, donc du gel saisonnier, comme dans nos régions ici, dans le sud. C'est quoi l'épaisseur du pergélisol? J'ai mis cette diapo parce que les gens me la demandent presque tout le temps, celle-là, fait que je suis allé au-devant de vos questions. L'endroit le mieux documenté, je dirais maintenant au Canada et qui est au Nunavik, c'est la mine Raglan, la mine de nickel Raglan dans l'extrême nord du Québec, qui est sur les hauts plateaux de Katsinik, à 1000 mètres d'altitude environ. Et dans un trou de forage pour l'exploration minière, on a mesuré la température. La température est négative dans le roc jusqu'à 632 mètres de profondeur. C'est dans les grandes épaisseurs de pergélisol équivalentes, par exemple, à ce qu'on retrouve sur le côte nord de l'Alaska ou en Sibérie, par exemple, à la péninsule de Yamal, où on parle de 600-700 mètres dans les champs pétroliers, là d'où vient ce gaz qui se rendait jusqu'en Europe jusqu'à récemment. Le climat au Nunavik, vous avez ici les températures annuelles moyennes des stations qui sont présentes sur l'Environnement Canada, qui sont présentes sur le territoire du Nunavik, et aussi à Iqaluit, qui est juste de l'autre côté du détroit du Tson. Et en entièreté, vous avez la tendance à long terme du réchauffement climatique à Kuujjuaq, la couleur de Kuujjuaq. Et comme vous voyez, la température va en augmentant graduellement, par exemple, depuis qu'on a des données en 1948, et avec des fluctuations interannuelles importantes. Et si j'avais mis, par exemple, une moyenne glissante ou mis une courbe plutôt par exemple, une quadratique, là, vous auriez vu que, en fait, le climat s'est particulièrement réchauffé à partir de 1992. Et on a eu ce sont les années 2000, avec l'année 2010 qui nous a amené l'année la plus chaude jusqu'à date enregistrée sur le territoire. Mais de façon générale, le climat réchauffe et on a des périodes plus chaudes de temps en temps qui viennent affecter le pergélisol, comme nous allons le voir. À long terme, cette diapo qui date un peu, mais qui est visuellement très parlante et qui dit finalement le même message que les simulations climatiques plus récentes, nous annonce que, évidemment, le climat va continuer de se réchauffer à cause de l'effet des gaz à effet de serre. Et la projection de gauche nous montre, nous donne un estimé de l'augmentation des températures moyennes annuelles, tandis que celle de droite nous donne un estimé de l'augmentation des températures en hiver, décembre à février, qui sont les mois les plus froids de l'année. Mais effectivement, si on analyse le changement climatique en détail, on s'aperçoit que les hivers réchauffent beaucoup plus vite que les étés, comme c'est déjà commencé. Ici, c'est un petit peu plus détaillé, mais je vais vous expliquer le principe de base du pergélisol. Vous avez une courbe schématique, c'est un graphique qui représente l'épaisseur d'un terrain. Il n'y a pas de valeur pour les profondeurs, là. Puis il y a pas, on voit la ligne verticale où c'est marqué 0 degré centigrade. À droite, vous avez les températures supérieures à 0. À gauche, les températures inférieures à 0. Vous avez, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais TMAS, ça veut dire température moyenne annuelle de surface. À partir de ça, c'est une région à pergélisol, donc la température est du côté négatif. À partir de cette température moyenne, tout le sol est en bas de 0 degré jusqu'à la profondeur où il repasse au-dessus de 0 et qu'on appelle la base du pergélisol. Notre 632 mètres que vous avez vu tantôt là, à la mine Raglan, par exemple. Mais quand on est dans la zone discontinue où les températures sont plus chaudes, on parle des profondeurs de 20-30 mètres. Donc, c'est très variable. En été, les températures de surface du sol viennent supérieures à 0 et c'est comme ça qu'une partie qui dégèle, donc qu'on appelle la couche active. Et la profondeur maximum de la couche active est à l'endroit où le sol redevient négatif en été. Donc, ça dépend, le climat dépend la température et l'existence du climat, son maintien sous 0 degré,
dépend du climat. Il faut que les températures moyennes annuelles en surface du terrain, ça veut dire sous la neige, par exemple, ou sous les infrastructures, il faut que la température reste à zéro. C'est un principe très simple, inférieur à zéro. Si je réchauffe le climat, par exemple, j'augmente la température d'une valeur égale partout en surface, comme les flèches rouges que je viens d'animer. Ça peut être fait par le changement climatique lui-même, ou ça peut être l'augmentation de neige pour une raison quelconque à un endroit local. Ça peut être une perturbation par les humains, par exemple une construction. Je réchauffe la surface du sol. Le profil va se déplacer vers la droite. Les températures minimum, température moyenne, température maximum. Et là, vous remarquerez, la prochaine animation, je fais approfondir la couche active parce que le climat étant plus chaud, la profondeur de dégel augmente. Et c'est comme ça, actuellement, avec le changement climatique, que, par l'approfondissement de la couche active, que le pergélisol dégèle graduellement. Tout à l'heure, nous parlerons du dégel abrupt, qui est un autre concept dont je donnerai des exemples. Ici, le dégel, le climat continue de réchauffer. Éventuellement, tout le profil va tasser, va devenir tout près de zéro et le dégel va devenir de plus en plus profond. Et même le flux de chaleur qui vient de l'intérieur du sol, de l'intérieur de la Terre, va aussi faire légèrement fondre le pergélisol par sa base. À ce moment-là, voici ce qui se passe. Vous avez, par exemple, ici, j'ai représenté le couvert de neige par-dessus une surface de toundra. Les échanges de chaleur avec l'atmosphère régissent la température de surface. Le tracé entièreté, c'est la couche active. C'est dégelé au-dessus, c'est gelé en dessous. Le pergélisol a des propriétés thermiques. Pas grâce du cours de thermodynamique du pergélisol. Mais si j'augmente la profondeur de dégel, comme l'animation l'a fait maintenant, vous voyez, je fais fondre la partie supérieure du pergélisol et je provoque la fonte de la glace qui est dans le pergélisol. Et c'est là que je commence à transformer l'écosystème parce que le sol ne peut plus le supporter comme il le faisait auparavant, ou si c'est une construction ou des activités humaines dessus, ces infrastructures vont être perturbées. Et voici, si vous regardez ici, c'est un simple essai, là. Vous mettez du pergélisol qui contient de la glace dans un récipient, ici, dans une grosse éprouvette. Vous le laissez simplement fondre sur la table dans le laboratoire. À un moment donné, vous voyez la quantité d'eau qui se sépare de la quantité de sol. Donc, vous pouvez imaginer, c'est la même carotte, là. Ici, vous voyez que le volume de sol s'est affaissé de plus de la moitié. Et en fait, on a un problème de drainage aussi. L'eau doit être évacuée. Donc, c'est comme ça que vous créez de la boue sur les infrastructures. Les infrastructures se tassent, comme par exemple la route que vous voyez ici. Oui, c'est comme ça aussi que les terrains s'affaissent, que l'eau va se ramasser, que ça va provoquer ce qu'on va appeler, ce qu'on va voir un peu plus loin, des mares de thermokarst. Vous avez un exemple ici d'une route qui a été déformée par le dégel du pergélisol. En dessous, c'est une route qui conduit à l'aéroport ici à Oumiac. Et ce qu'on voit, c'est que vous voyez la couche active s'est approfondie de 1995 à 2007, en l'occurrence ici, alors que le profil s'est réchauffé, comme dans le modèle que je vous ai montré. Pour étudier le pergélisol, je vais passer assez vite. Notre équipe, au cours des 30 dernières années, s'est développé des techniques et des méthodes d'analyse de terrain et de laboratoire, incluant de la géophysique. On voit ici un géoradar qui est poussé comme un petit chariot là, sur le terrain, des forages, l'utilisation du densitomètre, du scanner pour analyser les carottes de pergélisol. Oups, je vais revenir en arrière. Et l'installation de systèmes de mesure de température dans le sol qu'on appelle des câbles à thermistor, avec des enregistreurs de température qu'on met par exemple, dans le tube comme celui que vous voyez à droite qui est placé ici. Maintenant qu'on a une idée des méthodes de travail, on a des définitions, voyons maintenant les principales formes qui peuvent être associées au pergélisol. Vous avez ici une photo de ce qu'on appelle des polygones de toundra.
Le terrain est divisé en cellules, ici de l'ordre de 10 à 20 mètres de côté, toutes séparées par des fissures dont nous allons voir la cause prochainement. La prochaine nous montre, dans le même secteur, à l'île Bilou, dans l'Arctique canadien, ce sont des polygones aussi, mais comme vous voyez, le centre de chaque polygone est occupé par un petit lac. Il faut dire que c'est une photo printanière, mais même en été, il reste encore passablement d'eau dans les centres des polygones. C'est parce que les côtés des polygones sont relevés, et ils sont relevés, si vous regardez le carton en haut à droite, parce qu'il y a ce qu'on appelle des coins de glace, des masses de glace qui se sont formés par la... À chaque année, le sol craque le long des côtés des polygones. Et quand arrive le printemps, la fissure n'est pas complètement fermée. L'eau de fonte de neige s'infiltre dedans et ça forme des veines de glace verticales. Et année après année, l'accumulation, la juxtaposition de ces veines de glace fait grossir les coins de glace et le sol est déformé au-dessus du coin de glace, ce qui provoque le centre déprimé des coins de glace, des polygones. Vous avez un autre exemple ici, le sol est plutôt bombé au centre et c'est un endroit qui s'appelle Kugluktuk, dans l'ouest du Nunavut. Nous y reviendrons tout à l'heure parce que c'est un endroit ici. Nous avons réalisé avec les Inuits une expérience fascinante et j'ai mis à droite une photo typique d'un coin de glace avec les foliations verticales résultant des fissurations, des contractions annuelles à l'origine de la formation du coin de glace. Parmi d'autres formes associées au pergélisol, il y a ce qu'on appelle les pingos. Il n'y en a pas partout, mais ce sont des formes assez intéressantes. Les pingos sont des buttes de quelques mètres ou jusqu'à quelques dizaines de mètres de hauteur, quelques 100 mètres de diamètre, qui sont formés généralement lorsque des lacs se vident. Lorsqu'un lac se vide de façon abrupte, parce que, par exemple, l'eau se met à couler sur un coin de glace, il érode le coin de glace. On va voir des exemples un peu. Un lac peut se vider assez abruptement. Et à ce moment-là, le fond du lac gèle et la poche d'eau graduellement est concentrée pour former la poche d'eau de la couche active est concentrée pour former un bulbe de glace qui se soulève et qui devient le cœur du pingo. Comme ici, là, chaque flèche, chaque petite flèche rouge indique l'existence d'un pingo. En voici un de ces pingos de l'île Bilou, vu du sol. Donc, et comme vous voyez, la forme, c'est vraiment comme une boursouflure, un peu comme un gros bouton, si vous voulez, parce que la bulle de glace s'est formée à l'intérieur, puis elle a gonflé. Et ce gonflement est responsable des fissures que vous voyez et du sommet qui est comme échancré, un peu comme un cratère à cause de l'étirement de la surface provoqué par la poussée verticale dans le pingo. Des relevés de géophysique faits avec un géoradar sur ce pingo, nous montre en fait la grosse ligne rouge épaisse représente le contact entre les sables en surface et de l'argile en dessous. Les deux flèches latérales montrent en fait le signal électromagnétique provoqué par la présence d'une masse de glace au centre. Et si je fais l'animation, nous présente notre interprétation en fait de où est concentrée la glace dans la butte. En fait, nous avions aussi percé la glace avec une foreuse pour valider cette interprétation. Donc, comme vous voyez, ce sont encore des formes associées et qui sont très connues pour être représentatives de la présence de pingos. Les pingos, on les trouve dans la zone continue parce il faut qu'il y ait du pergélisol sous le lit des lacs. Maintenant, on va se déplacer ici au Nunavik et dans des zones de pergélisol discontinues. Le paysage que vous voyez là, avec tous les endroits, en fait, les petites bulles, pas bulles, mais buttes de terrain avec des nombreux petits points blancs dessus qu'on appelle des ostioles, ce sont ce qu'on appelle des litals. Les litals sont des buttes formées dans du pergélisol, généralement de texture fine, de l'argile, par exemple, et par la formation de ce qu'on appelle la glace de ségrégation. C'est-à-dire que lorsque le sol a gelé, l'eau dans le sol argileux a été aspirée par le gel et a formé des lentilles de glace.
et les lentilles de glace font gonfler le sol et soulèvent la butte de quelques mètres de hauteur. En fait, c'est le même principe qui fait gonfler nos routes en hiver. Et à cause du changement climatique, on voit ces buttes sont en train de fondre et vous voyez de nombreux lacs avec différentes couleurs dedans. Vert, gris, certains plutôt brunes, une coupe de noir, plus noir. En fait, ces petits lacs, ce sont ce qu'on appelle des lacs de thermokarst. Le thermokarst étant le mot utilisé pour définir le processus de fonte du pergélisol, de dégel, et aussi la morphologie du pergélisol. Et dans ce cas-ci, on a du pergélisol typiquement discontinu parce que chaque butte, chaque litage contient 15, 20, 30 mètres de pergélisol, mais chaque lac et chaque zone arbustive que vous voyez entre les buttes, ce sont des arbustes essentiellement des bouleaux glanduleux, du bouleau nain et des saules, des saules arbustifs. Il peut y avoir un peu d'aune par endroit. Ces endroits-là n'ont pas de pergélisol. C'est vraiment, vous pouvez imaginer là, à l'œil, vous pouvez vous estimer bon, 140, 50% de pergélisol dans ce paysage. Même chose ici, près de Aubignac, sur la côte est de la baie du Thon, des litals. Et il y a aussi quelques pals ici. Il y a de la tourbe ici. Dans du pergélisol discontinu, qui est en train de dégeler actuellement à un rythme très rapide. On va voir des exemples. On a des passes aussi. Les litales sont des buttes argileuses qui dégèlent, qui ont été formées sous les climats antérieurs, particulièrement le petit âge glaciaire, entre le 14e et la fin du 19e siècle. Mais ils sont en train de fondre à cause du réchauffement climatique. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les pals. Les pals sont des buttes à peu près de la même dimension que les litales, mais elles sont recouvertes de tourbes. Comme vous voyez ici, on fore avec une petite machine, une petite foreuse, on fore un trou et on extrait une carotte. Ici, on voit le contact entre la tourbe et l'argile qui est en dessous avec ses lentilles de glace de ségrégation. Donc, les pals et les litals, dans la zone discontinue, un peu partout au Canada, sont en train de fondre. Ce paysage ici, tout près de la rivière Nastapoka, au Nunavik, contient ce qu'on appelle des litages, mais ils sont beaucoup plus grandes, comme vous voyez, et il y a moins de lacs de thermokarst parce qu'on est plus au nord un peu. Il y a le dégel du pergélisol est moins avancé. Et quand on est rendu avec des formes de cette grandeur-là, gonflées par le gel, on les appelle des plateaux de pergélisol, tout simplement. Et c'est en- Et si vous voyez ici, ça, c'est le résultat d'une étude que nous avons fait. Le petit X marque l'emplacement sur la carte. C'est une litale que nous avons suivi à partir de l'année 2000. Nous l'avons foré, nous avons mis des câbles à thermistor dedans, on a mesuré la température, on est retourné niveler la topographie et on l'a photographié maintes et maintes fois. Et comme vous voyez, en 2000, la litale, il était comme une belle grosse pancake, solide et belle. Et déjà, on se demandait comment est-ce qu'elle faisait pour se maintenir, parce que nos calculs nous indiquaient que le bilan thermique tout autour était négatif, était devenu positif. Il rentrait plus de chaleur dedans quand on en perdait l'hiver. À partir de 2002-2003, elle a commencé à s'affaisser. Vous voyez, en 2006, elle était déjà passablement effondrée. Il commençait à se former un petit lac. En 2012, le lac s'est agrandi sous forme de croissant et ses voisines se sont dégradées aussi pendant la même période. Je ne suis pas allé récemment, mais je sais qu'elle est maintenant complètement fondue, dégradée. Euh, Avec une étudiante graduée qui a terminé en 2007, nous avions cartographié les pals et les litals dans cette région-là en comparant des photos aériennes des années 1950, des vieilles photos du gouvernement du Canada, avec des images satellites que nous avions fait faire pour l'occasion. Et le résultat a été, vous voyez ici, ça c'est l'interprétation. De 1957 à 2005, on avait perdu 51% de la superficie en pergélisol.
Ce qui est en jaune, c'est le pergélisol. Ce qui est hachuré, rouge, jaune, c'est les palses. Donc, il y a de la tourbe par-dessus les litales. En jaune, c'est les litales. En rouge, c'est les palses. Rouge, jaune, c'est les... Parce ils sont intimement reliés. Je pourrais expliquer si vous avez des questions à la fin. Et vous voyez en bleu, bien sûr, les lacs. En fait, 60 d'expansion de lacs et d'arbustés dans le paysage sur une période de tout près de 60 ans. Donc, le réchauffement climatique. Et c'est certainement, comme vous le voyez, un changement d'écosystème majeur, là. On passe de lichens et de mousses, particulièrement à un paysage de plus en plus arbustif. Et en fait, nous avons documenté qu'au fur et à mesure que ça se produit, le sol réchauffe parce que sous les arbustes et sous la neige, le climat, le microclimat local, la température du sol reste positive. Et plus ça va, plus le phénomène s'auto-accélère de dégradation. Les processus écologiques de réchauffement du sol prenant le relais du simple processus climatique. Des collègues à moi, en fait, dans une région que je connais, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé aussi, Kanien'kewalujuak, qu'on appelle aussi George River, sur la côte est de la baie d'Ungava. Vous avez une photo du village prise de loin d'une éminence rocheuse où on voit des litales recouvertes de lichen. En 1988, ça c'était une de mes photos. Le jeune homme qui est retourné, Benoît Tremblay, en 2008, pour Sans maîtrise, a refotographié le site et comme vous voyez, couvert d'arbustes à la planche. Ces écologistes de l'Université du Québec à Trois-Rivières ont parallèlement mesuré la vitesse de croissance des arbres. Et vous pouvez augmenter ça. Donc, vous avez le taux de croissance radiale des arbres. En l'occurrence, là-bas, c'est le mélèze. La limite des arbres à Kanien'kewalujuak est constituée principalement du mélèze. Et vous pouvez voir la vitesse. En fait, c'est l'influence climatique sur la croissance végétale et vous avez l'augmentation de la grandeur, de la largeur des cernes de croissance des arbres qui nous montre l'impact du réchauffement climatique. Puis comme je vous disais, beaucoup à partir des années 90, et on a atteint la plus haute température en 2010. Si on regarde ici, par exemple, je vous ai mis deux cas simples, les plus clairs, là. Vous avez la température du sol mesurée juste à la toute surface du sol, un site à sol nu et à lichen dans la région d'Oumioulac. Vous voyez, en fait, en été, on a des températures qui atteignent dans les 20 degrés et même l'été suivant, 25 degrés et plus. Et en hiver, les températures descendent quand même basses. On a un pic même à moins 30 au mois de février. Par contre, une plaque d'arbustes, donc, et je vous ai expliqué que les arbustes augmentent en superficie et en hauteur et en nombre dans la toundra arbustive, ben, à cause de l'épaisseur de neige qui s'accumule, les températures en hiver descendent à peine sous 0 degré. Quoique les températures en été deviennent moins chaudes aussi à la surface du sol à cause de l'ombrage fait au sol par les arbustes. Mais néanmoins, la moyenne, facile à voir à l'œil, la moyenne va se retrouver supérieure à 0, température moyenne à la surface, ici largement, 1,6 degrés Celsius, conditions qui font en sorte que le pergélisol ne peut pas subsister donc sous les arbustés qui se développent. La prochaine photo nous montre justement à Kanien'kewalujuak, au même endroit, exactement au même endroit. C'est le travail en cours d'une étudiante de maîtrise qui est en évaluation. Mais à gauche, ce sont des pals qui sont, vous voyez, en 1964, c'est la ligne jaune. Et puis, à mesure qu'on va vers l'intérieur, 2010 en rouge vin, les pales sont en train de disparaître et de fondre graduellement. Et à droite, sous le même régime climatique, ce sont les litales qui sont aussi en train de disparaître, qui ont énormément diminué en superficie. Donc, encore une fois, le changement écologique. Et je peux vous dire qu'on observe des choses, juste par anecdote, par exemple, si vous prenez la région d'Oumioulac, je vous ai montré là, le site du BGA tout à l'heure,
Lorsqu'on y travaillait en 2000, oui, effectivement, on avait des caribous qui rôdaient autour de nous. En 2015-2020, ce qu'on a vu, c'est des orignaux, pour vous dire à quel point l'écosystème est en train de changer. On va passer à des choses différentes. Vous avez ici un glissement de terrain, c'est le qu'on appelle un décrochement de couche active. En fait, on est dans une île de l'Arctique canadien, très haut en latitude. Et là, ce qui se passe, c'est que la couche active, à la fin de l'été, elle a atteint une certaine profondeur. Et comme l'été est plus chaud, on a eu une fonte abondante de la glace dans le sol qui a provoqué une déstabilisation du sol. L'eau, la libération d'eau a fait augmenter la pression d'eau dans le sol, ça a lubrifié le terrain et la couche active a glissé sur le pergélisol en dessous, d'où le mot décrochement de couche active, active layer detachment en anglais. Et ce genre de phénomène avec les autres glissements de terrain qu'on va voir tout à l'heure, c'est ce que certains de mes collègues, surtout américains, appellent des abrupt permafrost, la fonte abrupte du pergélisol. Et il faut dire qu'il y a des études qui ont démontré que le nombre de glissements de terrain sur le pergélisol et dans le pergélisol est allé en augmentant aussi à cause de l'augmentation des températures estivales et de l'augmentation des précipitations dans le nord. La prochaine nous montre un même genre de glissement de terrain survenu ici en 2010. À la fin, ils surviennent presque toujours à la fin de l'été, au moment où le dégel est le plus profond dans la couche active. C'est dans le village de Salouit, au Nunavik. Et en fait, si vous regardez attentivement, vous avez à droite de ce glissement récent, le 22 août 2010, vous avez les cicatrices, le terrain perturbé de d'autres qui datent de 2005-2006, et il y en a eu d'autres. En fait, pour la petite histoire, il s'est produit un glissement de terrain comme celui-ci à Salouit, pas celui-ci, mais ailleurs dans le village, en 1998, et qui a arrêté le développement parce que ça a créé un mouvement de panique. Et le village a été 10 ans sans avoir la possibilité de se construire et de connaître de l'expansion. On va y revenir à ça aussi. Vous avez un glissement plus profond ici qui dure, alors que le glissement qu'on a vu précédemment, le décrochement de couche active, se produit en un événement catastrophique à l'été. Vous avez un autre type de glissement qui, cette fois-ci, affecte le pergélisol lui-même. Si vous regardez la coupe, particulièrement dans la partie à gauche, vous voyez ce qui est dégelé sur le dessus, en brun foncé, et vous voyez le pergélisol en dessous qui contient énormément de glace. Ça, c'est à chaque année, quand le mouvement est initié, la face glacée du pergélisol dégèle l'été. Ça provoque beaucoup d'eau et ça provoque un recul progressif de la falaise. Et le mouvement peut reculer comme ça, le glissement de terrain peut reculer pendant de nombreuses années avant de se stabiliser, provoquer des coulées de boue récurrentes. Et c'est ce qu'on appelle un mouvement rétrogressif. Un autre phénomène abrupt qui est un peu souligné, mais avec laquelle moi, personnellement, j'ai eu à composer souvent dans les cas pratiques, surtout, c'est la thermoérosion. Lorsque vous avez de l'eau de fonte de neige, surtout, ou de l'eau de précipitation abondante, qui s'écoule sur le pergélisol et qui souvent va trouver un chemin d'écoulement. En l'occurrence, ici à Salouit, ce sont des traces de machinerie qui avaient été faites dans la toundra sur une pente, ou comme en gauche, ici, c'est la sortie d'un ponceau qui est venu couler dans des traces de machinerie. Ça provoque l'érosion du pergélisol intense. En fait, il y a m'excuse, c'est en anglais ici, là. La thermoérosion, c'est l'action combinée de l'eau courante, de l'eau qui coule sur le terrain, qui provoque de l'érosion, mais aussi qui provoque la fonte. C'est un mouvement combiné de fonte et d'érosion qui a été très bien documenté par des collègues en France, Costard, qui travaillent aussi en Sibérie, des collègues canadiens, James Hyatt, et aussi le classique de Ross Mackay. Et nous avons étudié avec un étudiant de doctorat, Daniel Fortier, qui a publié ça par la suite,
la thermoérosion peut dramatiquement changer un paysage. Vous avez ici un ruisseau qui s'est encaissé dans un réseau de coins de glace, de polygones en coins de glace, qui a provoqué l'érosion de ce ravin de façon très intensive, une dégradation massive, et qui a commencé même par creuser des tunnels en coulant le long des coins de glace et qui s'est effondré par la suite. Des études faites par d'autres étudiants par la suite ont démontré quand même que sous ces climats très froids, comme à l'île Bilou, l'exemple ici, le pergélisol revient dans le fond des canaux et dans les terrains perturbés. Il se réinstalle, mais la perturbation écologique est permanente. Vous avez ici des exemples dans le milieu humain, dans le milieu bâti, des impacts de dégradation du pergélisol. Le tassement d'une route à Tassouillac. En fait, sous les pieds du monsieur qui est là, en fait, c'est un coin de glace qui passe en dessous de la route et qui a fondu et qui a fait tasser la route. Vous avez à droite ici, c'est un garage municipal à Tassouillac qui n'existe plus aujourd'hui. Si vous regardez comme il faut la ligne de toit, vous voyez qu'elle s'incline vers le centre. Là, en fait, sous la cheminée, là où était le système de chauffage. En fait, et vous remarquerez aussi que les portes de garage sont croches, puis elles ne montent plus, ne descendent plus. En fait, le garage était un bâtiment chauffé. Il était construit sur une dalle de béton. La dalle s'est affaissée, un peu comme on voit ici pour ce petit poste de pompier construit à Saint-Louis en 2003 sur une dalle de béton et qui a été démoli 3 ans plus tard parce que la dalle de béton s'est affaissée. Le bâtiment a croché, il était devenu inutilisable. Ce sont des impacts majeurs. Vous avez à droite à Inukjuak, en fait, les maisons sont supportées sont soulevées au-dessus du sol pour éviter que la chaleur se transmette au pergélisol, pour éviter de le faire fondre, de le faire dégeler. Néanmoins, l'empattement qui supporte la maison ici a été déformé par le dégel du pergélisol et la maison a croché. Donc, je pourrais vous en mettre des centaines de photos comme ça. Notre équipe a travaillé pendant au-dessus de 20 ans sur ce genre de problématiques. Et ce qui nous amène à parler du village de Salouit, où je vous ai dit qu'il y avait eu des glissements de terrain. On a une vue du haut de la montagne du village. Comme vous voyez, on est à l'extrême nord du Québec. Le village est encaissé dans une vallée glaciaire qui donne sur un fjord. Il est confiné dans sa vallée. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour prendre de l'expansion. Donc, on a cette problématique de confinement topographique. Sauf que le fond de la vallée et sur du pergélisol est très, très riche en glace et je vous dirais même qu'il contient une salinité. Ce sont des sédiments marins riches en glace. En fait, on s'attend même à ce qu'ils commencent à dégeler à une température de l'ordre de -2, -1,5, même pas à 0 degré. Donc, il est menacé par l'augmentation de la température du profil à cause du réchauffement climatique. Alors que, comme le graphique du milieu l'indique, il est en pleine croissance démographique, ce qui crée un énorme besoin d'habitation, surtout de logement, mais aussi venant avec le logement, routes, infrastructures, magasins, CLSC. Et maintenant, la population commence à vieillir notablement, donc maisons pour aînés et ainsi de suite. Alors que le climat se réchauffe. Vous avez des projections ici, des vieilles projections, mais toujours évidentes, jusqu'en 2050, en haut, le graphique du haut, et en bas, un calcul estimé de l'augmentation des températures dans le pergélisol, dans FP2 et FP3, qui sont deux sites de mesure de température dans le village même. Notre équipe a travaillé avec le ministère des Affaires municipales, le ministère de la Sécurité publique, a tenu des consultations, a produit des cartes. Vous avez ici une carte qu'on appelle la carte de potentiel de construction. Ce qui est en vert, c'est du terrain solide. Ce qui est en jaune, c'est du terrain, en fait, c'est essentiellement du roc. En jaune, c'est des terrains acceptables, mais qui ont besoin d'intervention pour améliorer les conditions de stabilité pour la construction. Et
toute la classification de la carte est fondée sur les critères qui sont les types de formation meubles, autrement dit, la nature du sol, les sols argileux et et les îles, par exemple, des pots glaciaires qui contiennent une matrice fine, contiennent beaucoup de glace, l'épaisseur du sol, de ce sol sur le roc, parce que lorsqu'il est mince, on peut quand même espérer soit le dégager, soit planter des pieux qui vont jusqu'au roc, la teneur en glace, la nature de la pente, si les pentes sont impraticables, des signes déjà évidents d'instabilité, là où il y a des glissements de terrain, de la thermoérosion, et le drainage du terrain. Donc, après moult discussions, des charrettes, du travail en communauté, les aires encerclées en blanc, ici, sont les aires qui ont été retenues pour la construction future. Et là, je dois vous voir, la plus grande des aires que vous voyez en bas ici, c'est l'aire qui est actuellement envisagée pour la construction du futur développement de Salouet. Tout ça a fait l'objet de nombreuses consultations, et je dirais pas juste consultations, mais c'est essentiellement un travail communautaire pour lesquels nous avons été essentiellement des fournisseurs d'informations, mais aussi nous avons dû humblement être très, très à l'écoute des aspirations de la communauté, de ce qu'ils souhaitent comme aménagement, de ce qu'ils veulent. Et plus récemment, j'ai aussi collaboré avec mon équipe au projet d'architecture qui s'appelle Faire les choses différemment, habiter le Nord, parce que ça va jusqu'à aussi les types d'habitations qu'on peut développer maintenant sur les terrains. Si vous regardez une coupe topographique le long de la ligne rouge là, qui va de la mer vers l'intérieur, vous avez la géologie de Salouit. Et la partie haute à la droite du profil, c'est la partie qui est à l'étude actuellement pour le développement. Et c'est là éventuellement qu'on va finir par mettre des nouvelles maisons et qu'on va éventuellement les mettre sur des pieux pour les supporter directement sur le ROC. C'est un projet qui est en cours avec l'administration régionale Kativik. Les consultants sont engagés et aussi les grandes sociétés qui sont responsables de la construction comme Makivik et la Société d'habitation du Québec qui est en train d'évaluer son parc de domicile pour toutes les Inuits dans les communautés du Nunavik. Et un avantage, oui, c'est que quand on est haut comme ça ici, ce que les gens aiment bien, c'est qu'ils peuvent voir la mer par-dessus le paysage, par-dessus la colline. D'autres installations, je n'insisterai pas beaucoup. Dans certains cas, quand le sol est très sensible et qu'on n'a pas le choix que de construire dessus, vous avez ici, c'est un garage municipal, c'est un bâtiment pratiquement industriel. Les colonnes que vous voyez à côté de la bâtisse, c'est la partie aérienne de ce qu'on appelle des thermosiphons. Les thermosiphons, en fait, leur fonction, c'est que sous le bâtiment, ces tubes qui montent en surface à l'air, ces tubes se prolongent sous la surface par un réseau de serpentins sous la dalle de béton du garage et il circule en fait un gaz à l'intérieur. En fait, c'est du CO2 sous pression. Et la chaleur du bâtiment qui passe à travers le plancher est absorbée par le liquide, en fait, sous forme liquide. Le liquide se vaporise, remonte dans les tubes parce qu'il est sous forme de vapeur, monte dans le tube et en hiver, les tubes sont exposés au climat très froid. Le gaz se condense, le liquide redescend et retourne recirculer sous le bâtiment. Et par cet échange de phases, liquide, gazeux, on maintient le sol gelé sous la construction. Donc, il y a des technologies aussi qui sont utilisées à plusieurs endroits dans le Nord pour garder le sol gelé pour prévenir la dégradation. Je vais vous donner un exemple d'un autre cas où nous avons travaillé, c'est le village de Pangnirtung au Nunavut. Le village est confiné dans un fjord, au pied d'une montagne.
L'aéroport occupe à peu près, la piste que vous voyez au centre occupe à peu près la moitié du village. Il manque d'espace pour l'expansion. Mais en plus, comme vous voyez, il y a un torrent de montagne qui descend ici, qui traverse dans le village. En juin 2008, alors que le terrain était gelé, la neige n'était pas fondue, on a eu un événement climatique extrême. En 3 jours, on ne connaît pas la quantité, mais il a tombé des précipitations diluviennes. La rivière, en fait, a quintuplé au moins de débit. Et le résultat, c'est que ça a provoqué de la thermo-érosion. Le lit de la rivière a été érodé. Et ce qu'on voit ici, la rivière s'est approfondie sur une dizaine de mètres. L'écoulement de l'eau a créé même des surplombs, des encoches dans le pergélisol qu'on voit ici qui est exposé. C'est du dépôt glaciaire gelé. Le résultat a été des dégradations catastrophiques le long de la rivière. Et les deux ponts qui reliaient la ville, en fait, en deux parties, ont été arrachés. Le village s'est retrouvé complètement des infrastructures, le réservoir d'eau d'un côté, le dépotoir de l'autre, les bâtiments administratifs de l'autre, la moitié, le tiers des habitations d'un bord. Et c'est comme ça qu'on a été appelé à intervenir avec une équipe composé mixte de l'Université Laval et du gouvernement du Canada, de la Commission géologique. Nous avons procédé à cette cartographie des dépôts de face et de la géologie. En un, ce sont des dépôts argileux. En deux, c'est un delta de la rivière, un ancien delta constitué de sable et de très gros blocs. Trois, c'est le lit qui a été affecté par la thermo-érosion. En mauve, ce sont les affleurements rocheux. Et en 4 et en 5, ce sont des moraines. Euh, et nos amis du fédéral ont procédé à une analyse par satellite de l'instabilité des sols avec une technologie qu'on appelle INSAR, c'est Interferometric Satellite Airborne Radar. Ça permet de mesurer ça, en l'occurrence, ici, ce modèle-là, sur un été, de combien les sols s'affaissent ou bougent. Donc, ça nous donne une idée de la sensibilité du terrain au dégel. Et ce qui est bleu ne bouge pas. Et plus on s'en va vers les couleurs foncées, le jaune, ça bouge de quelques millimètres. Le rouge, c'est des tassements de l'ordre de quelques centimètres. Et comme vous voyez, on a quand même il y avait quand même une zone stable et tous les relevés de géomorphologie que nous avions fait correspondent très, très bien à cette analyse par satellite. En fait, l'une étant la validation de l'autre, si je peux m'exprimer. Et c'est ainsi que nous avions produit pour la communauté une cartographie 6 zones, en fait, expliquant quelle sorte de fondation on peut mettre sous les bâtiments pour Pangnirtung. Voilà. Parmi mes derniers exemples que je vais vous montrer, vous avez ici l'accès au territoire. On est à Kugluktuk, au Nunavut. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la rivière Coppermine. C'est une rivière qui coule vers le nord, qui prend sa source dans la région du Grand Lac de l'Ours et du Grand Lac des Esclaves et qui se jette dans l'océan Arctique, en fait, sur le passage du Nord-Ouest. Dans les années 1750, un explorateur de la baie du Tusson, Samuel Hearn, a descendu la rivière avec des guides indiens, en fait, les Indiens Yellowknife. Et il aurait été le témoin près de l'embouchure, à la dernière chute sur le bord de la mer, en fait, d'un massacre des Inuits qui campaient là par les Indiens. En fait, la chute s'appelle Kugluk, ça veut dire chute, mais la chute s'appelle aussi Bloody Falls, ou la chute du massacre en français. Et ce site historique qui est magnifique, qui est un endroit de pêche et de chasse extraordinaire, fait partie maintenant d'un parc régional du territoire du Nunavut. Et les gens de Kugluktuk, avaient l'habitude d'aller au parc, bien sûr en motoneige l'hiver, mais par des trails de VTT l'été. Donc, les sentiers de VTT, je les ai tracés ici. Ça, c'est le plus. Vous avez le plus récent qui fait des zigzags, mais vous en avez d'autres un peu plus anciens.
qui ont beaucoup détérioré. La photo le carton en haut à gauche, je vous montre un exemple. Par exemple, lorsqu'on traverse un sillon de polygone avec un coin de glace, avec le VTT, ça crée, le terrain est plus mou à cause de l'eau, le dégel est un petit peu plus profond au-dessus du coin de glace. Vous faites de la boue. En fait, et les pistes étant en train de VTT étant en train vraiment de dégrader l'environnement complet dans le parc. Et on a été appelé pour à la fois travailler à former des gens, enseigner aux jeunes à étudier le pergélisol, étudier l'impact du changement climatique régional dans un programme intégré, comprehensive, qu'on pourrait dire en anglais, et aussi permettant de trouver des solutions pour éviter la dégradation du pergélisol par les VTT en été. Mais quand on est arrivé là, on a découvert que nos amis avaient déjà leur propre solution. Mais j'appelle ça du génie léger, mais c'est du génie inuit. Ils sont en train de construire une piste flottante. Elle repose sur des poutres de bois placées longitudinalement, par-dessus lesquelles il y a des planches transversales. Les matériaux de construction, vous avez à gauche la vieille piste ici, là, et vous avez la nouvelle qui est en bois. Je vais l'activer parce que c'est une vidéo. Et en fait, elle passe par-dessus les sillons de coin de glace, elle passe par-dessus les zones humides, elle passe par-dessus certaines zones déjà perturbées. Et, euh, euh, en fait, l'idée, c'est qu'à l'intérieur du parc, cette piste qui est un concept qui vient d'eux, qu'ils ont peut-être un peu emprunté ailleurs, mais qu'ils ont développé eux-mêmes. Vous avez la pile de matériaux en haut, là. Ils la portent en hiver alors que le sol est gelé avec des véhicules à chenilles et des traîneaux. Et l'été, ils la font avancer. Donc, c'est quelque chose d'assez particulier et qui montre. Et nous avons procédé, on était arrivés là avec notre équipe. J'ai un étudiant qui a fait sa maîtrise. On a travaillé de collaboration avec l'Office des parcs du Nunavut, la communauté locale, les jeunes de la place, un aîné qui dirigeait les jeunes, qui transmettait son savoir sur le sol, parce qu'il y a des sites archéologiques aussi en allant vers les chutes du massacre, il fallait respecter l'environnement. Tout ça a été fait de façon intégrée, mais nous avons aussi rajouté un peu de science là-dedans. Vous avez, par exemple, le résultat d'une simulation climatique et thermique du pergélisol faite par mon étudiant de doctorat, en fait, qui démontre que la piste de bois, qui est très basse sur le terrain, à peine même pas 30 cm de hauteur, ne va pas ne va pas capter de la neige par l'effet de vent. Le vent ne va pas s'accumuler de la neige de chaque côté. La piste est il y a de l'espace entre les planches pour laisser passer la lumière. La végétation pousse en dessous. Finalement, la perturbation environnementale est très faible. Et on calcule que d'ici, par exemple, 2100, dans les pires conditions de réchauffement climatique, c'est-à-dire le scénario le pire de réchauffement climatique, là, le RCP 8.5, le dégel va même être moindre sous la piste et sous les coins de glace sous la piste que dans l'environnement de part et d'autre. Donc, on a un mariage ici de travail scientifique d'avant-garde avec en fait, une méthode de sauvegarde de patrimoine par les Inuits. Et ce genre d'approche, c'est l'approche que beaucoup notre équipe a privilégiée en pensant souvent à la première génération, comme vous voyez, qui peut être assez audacieuse, qui n'est pas toujours aussi frileuse. En tout cas, moi, j'aurais pas été capable d'embarquer dans l'eau, ça c'est sûr. Et voilà, ça conclut. Je vous remercie avec cette image du fjord de Sugluk, près de Salouit, au Nunavut. Et je suis prêt à répondre à vos questions.